Le cœur et la raison, partie 4 du livre audio, chapitre 18. Elinor vit avec beaucoup d'inquiétude le manque d'entrain de son ami. Sa visite ne lui apportait qu'une satisfaction fort partielle, alors que le plaisir qu'il y prenait lui-même était si imparfait. Il était manifeste qu'il était malheureux. Elle eût voulu qu'il fût également manifeste qu'il la distinguait encore par la même affection que, jadis, elle ne s'était fait aucun doute d'inspirer. Mais, jusque-là, la continuation de sa préférence semblait fort incertaine, et la réserve de son attitude envers elle contredisait à tout moment ce qu'un regard plus animé avait intimé l'instant d'auparavant. Il rejoignit Elinor et Marianne dans la petite salle à manger le lendemain matin, avant que les autres ne fussent descendus. Marianne, qui était toujours empressée à favoriser leur bonheur dans toute la mesure où elle le pouvait, les laissa bientôt en tête-à-tête. Mais avant qu'elle eût gravi la moitié de l'escalier, elle entendit s'ouvrir la porte de la pièce et, se retournant, elle fut étonnée de voir sortir Edward lui-même. « Je vais au village, voir mes chevaux, » dit-il. « Comme vous n'êtes pas encore prête pour le déjeuner. Je reviendrai tout à l'heure. » Edward revint auprès d'elle, plein d'une admiration nouvelle pour la campagne environnante. Dans sa promenade au village, il avait vu à leur avantage de nombreuses parties de la vallée. Et le village lui-même, dans un site beaucoup plus élevé que la maisonnette, offrait une vue générale de l'ensemble qui lui avait plu énormément. Ce fut là un sujet qui assura l'attention de Marianne, et elle commençait à décrire sa propre admiration de ces paysages et à le questionner d'une façon plus détaillée sur les sujets qui l'avaient particulièrement frappée. Lorsqu'Edward l'interrompit en disant « Il ne faut pas pousser trop loin vos interrogations, Marianne. Souvenez-vous que je n'ai aucune connaissance du pittoresque, et je vous offenserai par mon ignorance et mon manque de goût si nous en venons aux détails. J'appellerai escarpées des collines, qui devraient être franches, étranges et sauvages, des surfaces qui devraient être irrégulières et broussailleuses. Et hors de vue, les objets lointains qui ne devraient qu'être indistincts à travers le milieu léger d'une atmosphère brumeuse. Il faut vous contenter d'une admiration telle que je la puis donner honnêtement. J'appelle cela un très beau pays. Les collines sont escarpées, les bois semblent pleins de belles grumes, et la vallée a l'air agréable et douillette, avec de riches prairies et plusieurs fermes bien soignées éparpillées çà et là. Il répond exactement à l'idée que je me fais d'un beau pays, parce qu'il joint le beau à l'utile, et je suppose qu'il est également pittoresque, puisque vous l'admirez. Il m'est facile de croire qu'il est plein de rochers et de promontoires, de mousses grises et de taillis, mais tout cela est perdu en ce qui me concerne. Je n'entends rien au pittoresque. « Je crains que ce ne soit que trop vrai, » dit Marianne. « Mais pourquoi vous en vanter ?»« Je soupçonne, » dit Elinor, « que pour éviter un genre d'affectation, Edward tombe ici dans un autre. Parce qu'il croit que beaucoup de gens feignent plus d'admiration pour les beautés de la nature qu'ils n'en éprouvent réellement et qu'il est dégoûté de semblables prétentions. Il affecte plus d'indifférence et moins de discrimination à les contempler qu'il n'en possède. Il fait le difficile et tient à se donner une affectation à lui. « Il est bien vrai, » dit Marianne, « que l'admiration des paysages est devenue un simple jargon. Tout le monde fait semblant de ressentir et essaye de décrire avec le goût et l'élégance de celui qui, le premier, a défini ce qu'est la beauté pittoresque. Je déteste le jargon sous toutes ses formes, et parfois j'ai conservé pour moi seule les sentiments que j'éprouvais, parce que j'étais incapable de trouver pour les décrire un langage qui ne fût usé et rebattu au point d'avoir perdu tout sens et toute signification. « Je suis convaincu, » dit Edward, « que vous éprouvez réellement, devant une belle vue, tout le plaisir que vous dites ressentir. Mais, en retour, il faut que votre sœur me concède d'en ressentir plus que je n'en dis. J'aime une belle vue, mais non pas suivant des principes du pittoresque. Je n'aime pas les arbres de travers, tordus, foudroyés. Je les admire beaucoup plus s'ils sont de haute taille, droits et frémissants. Je n'aime pas les chaumières en ruine et délabrées. Je n'aime pas les orties, les chardons, ni les fleurs des landes. J'ai plus de plaisir à voir une ferme coquette qu'une tour du guet
et une troupe de villageois soignés et heureux me plaît mieux que les plus beaux bandits qui soient au monde. » Marianne regarda Edward avec stupéfaction et sa sœur avec compassion. Elinor se contenta de rire. Ce sujet ne fut pas poursuivi davantage, et Marianne garda un silence pensif jusqu'à ce qu'un sujet nouveau occupât soudain son attention. Elle était assise à côté d'Edward, et, en prenant la tasse de thé que lui tendait Mrs. Dashwood, la main de celui-ci passa si immédiatement devant ses yeux qu'elle rendit particulièrement apparente sur l'un de ses doigts une bague munie en son centre d'une tresse de cheveux. « Je ne vous ai encore jamais vu porter une bague, Edward, » s'écria-t-elle. « Sont cela des cheveux de Fanny ? Je me souviens qu'elle a promis de vous en donner, mais j'aurais cru que ses cheveux étaient plus foncés. » Marianne disait de façon inconsidérée ce qu'elle éprouvait réellement, mais lorsqu'elle vit à quel point elle avait peiné Edward, sa propre contrariété devant son manque de réflexion n'eût pas pu être surpassée par celle de son interlocuteur. Il rougit violemment et, lançant un bref regard à Elinor, répondit « Oui, ce sont des cheveux de ma sœur. La monture leur donne toujours une teinte différente, n'est-ce pas ?» Le regard d'Elinor avait croisé le sien, et elle eut également l'air embarrassée. Que les cheveux fussent les siens, elle s'en sentit immédiatement aussi convaincue que Marianne. La seule différence dans leurs conclusions, c'est que ce que Marianne considérait comme un don librement consenti de sa sœur, Elinor avait conscience qu'il devait se l'être procuré par quelque vol ou par quelque procédé à son insu. Elle n'était pas d'humeur, toutefois, à prendre cela pour un affront, et, affectant de ne pas faire attention à ce qui s'était passé, en parlant immédiatement d'autre chose, elle résolut intérieurement de se saisir dorénavant de toutes les occasions d'examiner cette mèche de cheveux et de se convaincre, au-delà de toute possibilité de doute, qu'ils étaient exactement de la teinte des siens. L'embarras d'Edward dura quelque temps et se termina par une préoccupation encore plus accentuée. Il fut particulièrement sérieux toute la matinée. Marianne se reprocha sévèrement ce qu'elle avait dit, mais son propre pardon aurait pu être plus rapide si elle avait su à quel point ses paroles avaient peu contrarié sa sœur. Avant le milieu de la journée, ils reçurent la visite de Sir John et de Mrs. Jennings, qui, ayant appris l'arrivée d'un gentleman à la maisonnette, vinrent prendre une vue d'ensemble de l'invité. Avec l'aide de sa belle-mère, Sir John ne fut pas long à découvrir que le nom de Ferrars commençait par un F, ce qui prépara une mine future de raillerie à l'égard de l'aimante Elinor, mine dont seule la nouveauté de leur connaissance avec Edward eût pu empêcher la mise à feu immédiate. Mais, en l'espèce, elle apprit seulement, par quelques regards fort significatifs, à quel point atteignait leur pénétration, fondée sur les indications de Margaret. Sir John ne venait jamais chez les Dashwood sans les inviter, soit à dîner au parc le lendemain, soit à prendre le thé avec eux le soir même. Dans les circonstances présentes, afin de mieux divertir leurs visiteurs, à l'amusement de qui il se sentait tenu de collaborer, il désira les retenir pour l'un et l'autre. « Il faut que vous preniez le thé avec nous ce soir, dit-il, car nous serons tout seuls, et demain il faut absolument que vous dîniez chez nous, car nous serons nombreux. » Mrs. Jennings renchérit sur cette nécessité. « Et qui sait, mais peut-être organisera-t-on une sauterie, dit-elle. Et voilà qui vous tentera, Miss Marianne. »« Une sauterie » s'écria Marianne. « Impossible. Qui donc dansera ?»« Qui ? Mais vous-même et les Carey et les Whittaker, bien sûr. Comment ? Vous avez cru que personne ne pourrait danser parce qu'un certain personnage que nous ne nommerons pas est parti ?»« Je voudrais de toute mon âme, s'écria Sir John, que Willoughby fût de nouveau des nôtres. » Ces paroles et la rougeur de Marianne donnèrent de nouveaux soupçons à Edward. « Et qui est Willoughby ?» dit-il à mi-voix à Miss Dashwood, à côté de qui il était assis. Elle lui répondit brièvement. Le visage de Marianne était plus communicatif. Edward en vit assez pour comprendre non seulement ce que voulaient dire les autres, mais certaines expressions de Marianne qui l'avaient intrigué précédemment, et quand leurs visiteurs les eurent quittés, il s'approcha immédiatement d'elle et lui glissa à l'oreille.
Je viens de me livrer à des conjectures. Faut-il vous dire ce que j'ai deviné ? Que voulez-vous dire ? Dois-je vous le dire ? Certainement. Eh bien, alors j'ai deviné que M. Willoughby chasse à courre. Marianne fut surprise et confuse, mais elle ne put pourtant s'empêcher de sourire devant la calme espièglerie des façons d'Edward, et, au bout d'un instant de silence, elle dit « Oh, Edward, comment pouvez-vous ? Mais le jour viendra, je l'espère, et je suis sûre qu'il vous plaira. » « Je n'en doute pas, » répondit-il, un peu surpris du sérieux et de l'ardeur de Marianne, car s'il ne s'était pas imaginé que c'était une plaisanterie à l'usage de ses connaissances en général, fondée seulement sur un quelque chose ou un rien entre M. Willoughby et elle, il ne se serait pas hasardé à en faire mention. Chapitre 19. Edward resta une semaine à la maisonnette. Mrs. Dashwood insista vivement pour qu'il prolongeât son séjour, mais comme s'il eût été porté exclusivement à s'infliger des mortifications, il parut résolu à partir lorsque son plaisir, au milieu de ses amis, eut atteint son plein. Son entrain, au cours des 2 ou 3 derniers jours, bien qu'encore fort inégal, était fortement amélioré. Il avait un faible de plus en plus marqué pour la maison et les environs. Il ne parlait jamais de partir sans exhaler un soupir. Il déclarait qu'il était entièrement libre de son temps. Il ne savait même pas où il se rendrait quand il les aurait quittés, mais il lui fallut néanmoins partir. Jamais une semaine ne s'était écoulée aussi vite. Il avait peine à croire qu'elle fût passée. Il le dit maintes et maintes fois. Il dit également d'autres choses qui marquaient le changement de ses sentiments et donnaient le démenti à ses actes. Il ne se plaisait pas à Norland. Il détestait être à Londres, mais c'est soit à Norland, soit à Londres qu'il lui fallait se rendre. Il prisait leur amabilité au-delà de toute chose, et son plus grand bonheur était d'être auprès d'elle. Pourtant, il lui fallut les quitter au bout d'une semaine, en dépit de leurs désirs et des siens, et sans aucune contrainte quant à son temps. Elinor porta au compte de la mère d'Edward tout ce que cette façon d'agir présentait d'étonnant. Et il était heureux, pour lui, qu'il eût une mère dont le caractère était suffisamment peu connu d'Elinor pour être l'excuse générale de tout ce qu'il y avait d'étrange chez son fils. Pourtant, toute déçue et contrariée qu'elle fût, et parfois mécontente de la conduite incertaine d'Edward envers elle, elle fut fort bien disposée, dans l'ensemble, à considérer ses actes avec toute la franche indulgence et les réserves généreuses qui lui avaient été assez péniblement arrachées par sa mère en faveur de Willoughby. Son défaut d'entrain, de franchise et de cohérence, le plus souvent attribué à son manque d'indépendance et à la meilleure connaissance qu'il avait des dispositions et des intentions de Mrs. Ferrars. La brièveté de sa visite, la fermeté de son dessein de les quitter, prirent leur origine dans la même inclination enchaînée, la même inévitable nécessité de temporiser avec sa mère. Le vieux grief bien établi du devoir contre la volonté, des parents contre les enfants, était cause de tout. Elle eût été contente de savoir quand ces difficultés devaient cesser, quand cette opposition devait céder, quand Mrs. Ferrars serait réformée et son fils libre d'être heureux. Mais, après de tels vains souhaits, elle était forcée de revenir, pour se réconforter, au renouvellement de sa confiance en l'affection d'Edward, au souvenir de chacune des marques d'attention, par le regard et par la parole, qu'il laissa tomber pendant son séjour à Barton, et surtout à cette preuve flatteuse qu'il emportait constamment autour du doigt. « Je crois, Edward, dit Mrs. Dashwood, lorsqu'il prenait le déjeuner le matin du dernier jour, que vous seriez un homme plus heureux si vous aviez une profession quelconque pour occuper votre temps et conférer de l'intérêt à vos projets et à vos actes. Il pourrait certes en résulter quelque inconvénient pour vos amis. Vous ne pourriez plus leur consacrer une aussi grande partie de votre temps. Mais, avec un sourire, vous en tireriez un bénéfice important dans un détail au moins. Vous sauriez où aller quand vous les quitteriez. Je vous assure bien, répondit-il, que j'ai longtemps eu, sur cette question, l'opinion que vous avez maintenant. Ça a été,
C'est, et ce sera probablement toujours pour moi, un grand malheur de n'avoir pas eu d'affaires impérieuses pour m'occuper, de profession pour me donner à m'employer ou me procurer quelque chose qui ressemble à l'indépendance. Mais, malheureusement, mes propres scrupules et les scrupules de mes amis ont fait de moi ce que je suis, un être oisif et impuissant. Nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord sur notre choix d'une profession. Moi, j'ai toujours préféré l'Église, comme je la préfère encore. Mais cela n'était pas assez élégant pour ma famille. Elle recommandait l'armée. Voilà qui était beaucoup trop élégant pour moi. Le droit était reconnu comme de bon ton, certes. Bien des jeunes gens possédant un logement dans le temple faisaient fort bonne figure parmi les milieux de choix et se promenaient en ville dans des cabriolets pleins d'allure. Mais je n'avais aucun penchant pour le droit, même pour cette étude moins abstruse de la matière qui avait l'approbation de ma famille. Quant à la marine, elle avait pour elle la mode, mais j'étais trop vieux, quand la question fut abordée, pour y entrer. Et en fin de compte, comme il n'y avait aucune nécessité à ce que j'eusse une profession, comme je pouvais être aussi plein de fougue et faire autant de dépenses sans habit rouge sur le dos qu'avec, on jugea que, dans l'ensemble, l'oisiveté était ce qu'il y avait de plus avantageux et de plus honorable. Et un jeune homme de 18 ans n'est pas, en général, suffisamment porté à avoir une occupation pour résister aux sollicitations des amis qui l'exhortent à ne rien faire. Je fus donc inscrit à Oxford, et j'ai été congrument oisif depuis lors. « Ce qui aura pour conséquence, je suppose, dit Mrs. Dashwood, puisque les loisirs n'ont pas conduit à votre propre bonheur, que vos filles seront élevées en vue d'autant d'occupations, d'emplois, de professions et de métiers que ceux de Columel. »« Ils seront élevés, dit-il d'un ton sérieux, de façon à me ressembler aussi peu que possible, en ce qui concerne les sentiments, les actes, la condition et toutes choses. »« Voyons, tout ceci, c'est une manifestation d'un manque d'entrain immédiat, Edward. Vous êtes d'humeur mélancolique, et vous vous imaginez que quiconque ne vous ressemble pas doit être heureux. Mais souvenez-vous que la douleur de se séparer de ses amis est ressentie par tout le monde, par moments, quelle que soit son éducation ou son état. Connaissez mieux votre propre bonheur. Il ne vous manque que la patience. Ou donnez-lui un nom plus séduisant. Appelez cela l'espérance. Votre mère vous assurera, avec le temps, cette indépendance que vous désirez si vivement. C'est son devoir, et ce sera. Il faudra que ce soit, avant longtemps. Son bonheur d'empêcher toute votre jeunesse d'être gaspillée dans le mécontentement. Que ne pourront faire quelques mois ? Je crois, répondit Edward, que je pourrais mettre au défi de longs mois, de produire en moi quelque bien. Cette tournure d'esprit découragée, bien qu'elle ne pût être communiquée à Mrs. Dashwood, leur causa à toutes un surcroît de chagrin lors de la séparation qui ne tarda pas à avoir lieu et laissa une impression pénible aux sentiments d'Elinor en particulier, impression qu'il fallut quelque mal et quelque temps pour surmonter. Mais comme elle était déterminée à la dominer et à s'empêcher de paraître souffrir plus que ne souffrait toute sa famille en raison du départ d'Edward, elle n'adopta pas la méthode si judicieusement employée par Marianne en une occasion semblable pour augmenter et fixer sa douleur en recherchant le silence, la solitude et l'oisiveté. Leurs moyens furent aussi différents que leurs desseins et également adaptés à les favoriser. Elinor s'installa à sa table à dessin aussitôt qu'il fut hors de la maison, s'occupa activement toute la journée, ne rechercha ni n'évita de prononcer son nom, parut s'intéresser presque autant que d'ordinaire aux affaires générales de la famille. Et si, grâce à cette conduite, elle ne diminua pas son propre chagrin, il fut cependant empêché de s'accroître inutilement, et elle épargna à sa mère et à ses sœurs bien de la sollicitude envers elle. Une telle attitude, si exactement opposée à la sienne, ne parut pas plus méritoire à Marianne que la sienne ne lui avait semblé défectueuse. Pour ce qui est de la maîtrise de soi, elle en fit bon marché. Avec des affections vigoureuses, elle était impossible. Avec des sentiments calmes, elle ne pouvait avoir aucun mérite.
Que les affections de sa sœur fussent calmes, elle n'osait le nier, encore qu'elle rougit de le reconnaître. Et elle donna une preuve fort frappante de la vigueur des siennes, en continuant à aimer et à respecter cette sœur, malgré cette conviction mortifiante. Sans s'isoler de sa famille, ni quitter la maison pour rechercher une solitude résolue, afin d'éviter les siens, ni rester éveillée toute la nuit pour s'abandonner à la méditation, Elinor constata que chaque jour lui offrait suffisamment de loisirs pour songer à Edward et à la conduite d'Edward, selon toutes les variétés possibles que pouvait produire l'état différent de son humeur à différents moments, avec tendresse, pitié, approbation, reproche et doute. Il y eut des moments en abondance où, si ce n'est en raison de l'absence de sa mère et de ses sœurs, du moins en raison de la nature de leurs occupations, la conversation était interdite entre elles, et où se produisaient tous les effets de la solitude. Elle avait l'esprit inévitablement libre, ses pensées ne pouvaient être enchaînées ailleurs, et le passé et l'avenir, touchant un sujet aussi intéressant, étaient nécessairement devant ses yeux, et forçaient son attention, accaparaient sa mémoire, sa réflexion et son imagination. Elle fut tirée d'une rêverie de ce genre un matin, tandis qu'elle était assise à sa table à dessin, peu de temps après le départ d'Edward, par l'arrivée de visiteurs. Il se trouvait qu'elle était toute seule. La fermeture du petit portillon, à l'entrée de la pelouse verte devant la maison, attira ses yeux vers la fenêtre. Et elle vit un groupe important qui s'avançait vers la porte. Il y avait là Sir John et Lady Middleton, ainsi que Mrs. Jennings. Mais il y avait deux autres personnes, un gentleman et une dame, qui lui étaient complètement inconnus. Elle était assise près de la fenêtre, et dès que Sir John l'aperçut, il laissa le reste du groupe effectuer la cérémonie de frapper à la porte, et, traversant la pelouse, la contraignit à ouvrir la vitre pour lui parler, bien que l'espace fût assez réduit entre la porte et la fenêtre pour qu'il ne fût guère possible de parler devant l'une sans être entendu à l'autre. « Eh bien, dit-il, nous vous avons amené des étrangers. Comment vous plaise-t-il ?»« Chut, ils vont vous entendre. »« Cela n'a pas d'importance. Ce ne sont que les Palmer. Charlotte est très jolie, je vous l'affirme. Vous pourrez la voir si vous regardez par ici. » Comme Elinor était sûre de la voir dans 2 minutes, sans prendre une telle liberté, elle demanda la permission de n'en rien faire. « Où est Marianne ? S'est-elle enfuie parce que nous sommes venus ? Je vois que son instrument est ouvert. »« Elle est allée faire une promenade, je crois. » Ils furent alors rejoints par Mrs. Jennings, qui n'avait pas assez de patience pour attendre que la porte fût ouverte avant qu'elle pût placer son mot. Elle arriva à la fenêtre en criant à tue-tête. « Comment allez-vous, ma chérie ? Comment va Mrs. Dashwood ? Et où sont vos sœurs ? Comment, toute seule ? Vous serez contente d'un peu de compagnie pour s'installer auprès de vous. J'ai amené mon autre fils et ma fille pour qu'ils fassent votre connaissance. Songez donc, ils sont venus si soudainement. Il me semblait avoir entendu une voiture hier soir pendant que nous prenions le thé, mais l'idée ne m'est pas venue que ce pût être eux. Je ne songeais qu'à une chose. Je me demandais si ce ne pouvait pas être le colonel Brandon qui revenait. Alors j'ai dit à Sir John, « Je crois vraiment entendre une voiture. Et c'est peut-être le colonel Brandon qui revient. » Elinor fut obligée de se détourner d'elle, au milieu de son récit, pour recevoir le reste des visiteurs. Lady Middleton présenta les 2 étrangers. Mrs. Dashwood et Margaret descendirent au même instant, et ils s'assirent tous pour se regarder les uns les autres, cependant que Mrs. Jennings continuait son récit en suivant le couloir pour entrer dans le petit salon, accompagnée de Sir John. Mrs. Palmer avait plusieurs années de moins que Lady Middleton, et différait totalement d'elle sous tous les rapports. Elle était petite et grassouillette, et avait un joli visage, empreint de la plus belle expression de bonne humeur qui se pût concevoir. Ses façons n'étaient en rien aussi élégantes que celles de sa sœur, mais elles étaient beaucoup plus avenantes. Elle entra avec un sourire, elle sourit tout au long de sa visite, sauf quand elle rit et sourit en partant. Son mari était un jeune homme de 25 ou 26 ans,
au visage grave, avec un air plus mondain et plus intelligent que sa femme, mais paraissant moins disposé à plaire ou à être satisfait. Il pénétra dans la pièce avec une attitude d'importance, s'inclina légèrement devant les dames sans dire un mot, et, après avoir jeté un bref coup d'œil sur elles et sur leur habitation, prit un journal sur la table et continua à le lire tant qu'il demeura là. Mrs. Palmer, au contraire, qui était fortement douée par la nature d'un penchant à être uniformément jolie et heureuse, avait à peine pris place qu'elle laissa éclater son admiration pour le salon et tout ce qu'il renfermait. « Mon Dieu, quelle pièce ravissante que celle-ci! Je n'ai jamais rien vu d'aussi charmant. Songez donc, maman, comme elle est embellie depuis la dernière fois que j'y suis venue. J'ai toujours trouvé que c'était un local bien délicieux, madame, se tournant vers Mrs. Dashwood. Mais vous en avez fait quelque chose de vraiment charmant. Regardez donc, ma sœur, comme tout est ravissant. Comme j'aimerais une maison pareille pour moi. Cela ne vous plairait pas, monsieur Palmer? » Monsieur Palmer ne lui fit pas de réponse et ne leva même pas les yeux qu'il tenait fixés sur le journal. « Monsieur Palmer ne m'entend pas, dit-elle, riant. Il ne m'entend jamais, parfois. Comme c'est ridicule. » C'était là une idée tout à fait nouvelle pour Mrs. Dashwood. Elle n'avait jamais été habituée à trouver spirituelle l'inattention chez qui que ce fût, et ne put s'empêcher de les regarder tous les deux avec surprise. Mrs. Jennings, entre-temps, continuait à parler aussi bruyamment que possible, et poursuivait le récit de la surprise qu'elle avait eue la veille au soir en voyant leurs amis, sans s'arrêter avant que tout ne fût dit. Mrs. Palmer rit de tout cœur au souvenir de leur étonnement, et tout le monde s'accorda, à 2 ou 3 reprises, à déclarer que cela avait été une surprise fort agréable. « Je vous laisse en penser, si nous étions tous bien contents de les voir, » ajouta Mrs. Jennings, se penchant en avant vers Elinor, et parlant à mi-voix, comme si elle avait dessein de n'être entendue de nul autre, encore qu'elle fût assise de 2 côtés différents de la pièce. « Toutefois, je n'ai pu m'empêcher de souhaiter qu'ils n'eussent pas voyagé tout à fait aussi vite, ni fait un si long trajet d'une traite, car ils ont fait un détour par Londres en raison de quelque affaire, et, savez-vous bien, hochant significativement la tête et désignant du doigt sa fille, ça a été un tort dans son état. Je voulais la voir rester à la maison et se reposer ce matin, mais elle a tenu à nous accompagner. Elle désirait tellement vous voir toutes. » Mrs. Palmer se mit à rire et dit que cela ne lui ferait aucun mal. « Elle s'attend à faire ses couches en février, » reprit Mrs. Jennings. Lady Middleton ne pouvait plus tolérer une telle conversation, et elle s'évertua donc à demander à M. Palmer s'il y avait des nouvelles dans le journal. « Non, absolument aucune, » répondit-il, et il continua à lire. « Voici venir Marianne, » s'écria Sir John. « Allons, Palmer, vous allez voir une jeune fille effroyablement jolie. » Il alla immédiatement dans le couloir, ouvrit la porte d'entrée et la fit entrer lui-même. Mrs. Jennings lui demanda, aussitôt qu'elle parut, si elle n'était pas allée à Allenham, et Mrs. Palmer se mit à rire de si bon cœur à cette question qu'il était visible qu'elle la comprenait. M. Palmer leva les yeux à l'entrée de Marianne et se remit alors à son journal. Le regard de Mrs. Palmer fut à présent attiré par les dessins qui étaient accrochés tout autour de la pièce. Elle se leva pour les examiner. « Oh, mon Dieu, comme ils sont beaux! Vraiment, comme c'est charmant! Mais regardez donc, maman, comme c'est joli! Je le déclare, ils sont absolument ravissants! Je pourrais les contempler à jamais! » Après quoi, se rasseyant, elle ne tarda pas à oublier qu'il y eût rien de semblable dans la pièce. Quand Lady Middleton se leva pour partir, M. Palmer se leva aussi, reposa le journal, s'étira et les contempla à la ronde. « Mon chéri, vous avez dormi ?» dit sa femme en riant. Il ne lui fit aucune réponse et se contenta de dire, après avoir de nouveau examiné la pièce, qu'elle avait le plafond très bas et de travers. Là-dessus, il s'inclina et partit avec les autres. Sir John avait vivement insisté auprès d'elles toutes pour qu'elles vinssent passer la journée du lendemain au parc.
Mrs. Dashwood, qui ne désirait pas dîner chez eux plus souvent qu'ils ne dînaient à la maisonnette, refusa fermement, quant à elle. Ses filles pouvaient agir à leur guise. Mais elle n'avait aucune curiosité de voir comment M. et Mrs. Palmer mangeaient leur dîner, et n'attendaient d'eux aucun autre genre de plaisir. Elles essayèrent, en conséquence, de s'excuser d'eux-mêmes. Le temps était incertain, et avait peu de chance d'être beau. Mais Sir John ne voulut pas se rendre à leur raison. On leur enverrait la voiture, et il fallait qu'elles vinssent. Lady Middleton également, bien qu'elle n'insistât pas auprès de leur mère, les pressa vivement d'accepter. Mrs. Jennings et Mrs. Palmer y joignirent leurs instances. Tout le monde semblait également désireux d'éviter une réunion de famille, et les jeunes filles furent contraintes de céder. « Pourquoi faut-il qu'ils nous invitent ?» dit Marianne, aussitôt qu'ils furent partis. « Le loyer de cette maisonnette est, dit-on, fort bas. Mais nous l'avons à des conditions fort dures. S'il faut que nous dînions au parc, chaque fois que quelqu'un est reçu, soit chez eux, soit chez nous. » « Il ne se propose pas moins d'être poli et aimable envers nous, à présent, dit Elinor, par ses invitations fréquentes, que par celles que nous recevions d'eux il y a quelques semaines. Ce n'est pas eux qui ont changé, si leurs réunions sont devenues ennuyeuses et ternes. C'est ailleurs qu'il nous faut chercher le changement. Chapitre 20. Au moment où les demoiselles Dashwood pénétraient dans le salon du parc, le lendemain, par l'une des portes, Mrs. Palmer entra en courant par l'autre, avec un air aussi empreint de bonne humeur et de gaieté que précédemment. Elle les prit toutes par la main fort affectueusement et exprima la plus grande joie à les revoir. « Comme je suis contente de vous voir, dit-elle, s'asseyant entre Elinor et Marianne, car la journée est si mauvaise que je craignais que vous ne puissiez pas venir, ce qui aurait été une chose affreuse, car nous repartons demain. Il faut que nous partions, car les Weston vont venir chez nous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Le simple fait de notre venue a été une chose tout à fait soudaine, et je n'en ai rien su jusqu'au moment où la voiture arrivait à la porte, et alors M. Palmer m'a demandé si je voulais l'accompagner à Barton. Il est tellement cocasse. Il ne me dit jamais rien. Je regrette bien que nous ne puissions rester plus longtemps, mais nous nous reverrons très prochainement à Londres, je l'espère. » Elles furent contraintes de mettre fin à un tel espoir. « Vous n'irez pas à Londres » s'écria Mrs. Palmer en riant. « Je serais tout à fait déçue si vous n'y venez pas. Je pourrais vous trouver la plus jolie maison du monde, à côté de la nôtre, dans Hanover Square. Il faut vraiment que vous veniez. Je suis bien sûre que je serais heureuse de vous servir de chaperon à tout moment, jusqu'à mes couches, s'il ne plaît pas à Mrs. Dashwood de sortir. » Elles la remercièrent, mais furent obligées de résister à toutes ses prières. « Oh, mon chéri !» s'écria Mrs. Palmer, s'adressant à son mari, qui venait d'entrer dans la pièce. « Il faut que vous m'aidiez à persuader aux demoiselles Dashwood de venir à Londres cet hiver. » Son chéri ne répondit pas, et, après s'être légèrement incliné devant les dames, se mit à se plaindre du temps qu'il faisait. « Comme tout cela est détestable, dit-il. Un temps pareil rend toutes choses et tous les gens dégoûtants. L'ennui est produit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur par la pluie. Il vous porte à détester tous les gens qu'on connaît. Pourquoi diable aussi Sir John n'a-t-il pas chez lui une salle de billard ? Comme il y a peu de gens qui sachent ce que c'est que le confort. Sir John est aussi stupide que le temps. » Les autres ne tardèrent pas à faire leur apparition. « J'ai bien peur, Miss Marianne, dit Sir John, que vous n'ayez pas pu faire votre promenade habituelle à Allenham aujourd'hui. » Marianne prit un air très grave et ne dit rien. « Oh, ne faites pas la petite rusée devant nous, dit Mrs. Palmer, car nous connaissons toute l'histoire, je vous assure, et j'admire fort votre goût, car je trouve qu'il est extrêmement beau garçon. Nous n'habitons pas bien loin de chez lui, à la campagne, n'est-ce pas? Pas plus de 10 000, je le crois bien. »« Il y en a beaucoup plus près de 30, dit son mari. »« Ah, ma foi, il n'y a pas une si grande différence. Je n'ai jamais été chez lui,
mais il paraît que c'est une maison charmante et jolie. » « Une habitation aussi ignoble que j'en ai jamais vue dans ma vie, » dit M. Palmer. Marianne demeura parfaitement silencieuse, bien que son visage trahît l'intérêt qu'elle prenait à ce qui se disait. « Est-elle très laide ?» reprit Mrs. Palmer. « Alors, celle qui est si jolie, il faut que ce soit quelque autre maison, je le suppose. » Lorsqu'ils eurent pris place dans la salle à manger, Sir John fit remarquer, avec regret, qu'ils n'étaient que 8 au total. « Ma chère, dit-il à sa femme, il est bien contrariant que nous soyons si peu nombreux. Pourquoi n'avez-vous prié les Gilbert de venir chez nous aujourd'hui ? » « Ne vous ai-je pas dit, Sir John, quand vous m'en avez parlé précédemment, que cela ne pouvait se faire ? Ce sont eux qui ont dîné chez nous en dernier lieu. »« Vous et moi, Sir John, dit Mrs. Jennings, nous ne serions pas tellement à cheval sur l'étiquette. »« Alors, vous manqueriez gravement aux convenances, » s'écria M. Palmer. « Mon ami, vous contredisez tout le monde, dit sa femme avec son rire habituel. Savez-vous que vous êtes fort impoli ? » « Je ne savais pas que j'eusse contredit quelqu'un en disant que votre mère manquait aux convenances. »« Oui, vous pouvez m'injurier comme il vous plaira, dit la vieille dame accommodante. Vous m'avez ôté des bras Charlotte, et vous ne pouvez pas me la rendre, si bien que, sur ce point, j'ai barre sur vous. » Charlotte se mit à rire de bon cœur en songeant que son mari ne pouvait pas se débarrasser d'elle, et dit triomphalement qu'il lui était égal que son mari la gourmandât à cœur joie, puisqu'il leur fallait vivre ensemble. Il était impossible à qui que ce fût d'être plus foncièrement bienveillant ou plus résolu à être heureux que Mrs. Palmer. L'indifférence étudiée, l'insolence et le mécontentement de son mari ne lui causaient aucune peine, et quand il la grondait ou la gourmandait, elle était éminemment divertie. « Monsieur Palmer est tellement cocasse !» glissa-t-elle à l'oreille d'Elinor. « Il est toujours de mauvaise humeur. » Elinor ne fut pas incitée, après l'avoir quelque peu observé, à lui attribuer une malveillance et un manque d'éducation aussi authentiques et dénués d'affectation qu'il désirait le faire paraître. Son caractère pouvait peut-être se trouver un peu aigri en constatant, comme beaucoup d'autres de son sexe, qu'en raison de quelques préventions inexplicables en faveur de la beauté, il était le mari d'une femme fort sotte. Mais elle savait que ce genre d'erreur était trop fréquent pour qu'un homme intelligent en fût durablement blessé. C'était plutôt un désir de distinction, croyait-elle, qui l'amenait à traiter tout le monde avec mépris et à dénigrer d'une façon générale tout ce qu'il avait devant les yeux. C'était le désir de paraître supérieur aux autres. Le motif était trop commun pour qu'on ne s'en étonnât. Mais les moyens employés, quel que pût en être le succès en établissant sa supériorité en ce qui concerne le défaut d'éducation, avaient peu de chance de lui attacher qui que ce fût, hormis sa femme. « Oh, ma chère Miss Dashwood, dit Mrs. Palmer, peu de temps après. J'ai une grande faveur à solliciter de vous et de votre sœur. Voulez-vous venir passer quelque temps à Cleveland, à Noël ? Voyons, je vous en prie, et venez pendant que les Weston seront chez nous. Vous n'imaginez pas comme j'en serai heureuse. Ce sera absolument charmant. Mon ami, s'adressant à son mari, ne vous tarde-t-il pas que les demoiselles Dashwood viennent à Cleveland ? » ?»« Certainement, répondit-il avec un sourire méprisant. Je ne suis venu dans le Devonshire que dans ce dessein. Là, vous voyez, dit sa femme, Monsieur Palmer vous attend. Vous ne pouvez donc refuser de venir. Elles refusèrent toutes deux son invitation, ardemment et résolument. Mais en vérité, il faut que vous veniez, et vous viendrez. Je suis sûre que cela vous plaira par-dessus tout. Nous aurons les Weston chez nous, et ce sera absolument charmant. Vous ne pouvez vous imaginer comme Cleveland est un endroit agréable. Et nous sommes si gais à présent, car M. Palmer parcourt constamment le pays pour solliciter des voix en vue de l'élection. Et il y a tant de gens qui viennent dîner chez nous, que je n'ai jamais vu auparavant. C'est absolument charmant. Mais, pauvre homme, c'est bien fatigant pour lui, car il est contraint de se faire aimer de tout le monde. Elinor eut peine à garder son sérieux en acquiesçant à la difficulté d'une semblable obligation.
Comme ce sera charmant, dit Charlotte, quand il sera au Parlement, n'est-ce pas? Comme je rirai. Comme ce sera ridicule de voir toutes ces lettres adressées à lui avec un MP. Mais le croiriez-vous? Il dit qu'il ne voudra jamais me contresigner une lettre pour l'envoyer en franchise. Il déclare qu'il n'en veut rien faire. N'est-ce pas, monsieur Palmer? Monsieur Palmer ne fit aucune attention à elle. Il ne peut souffrir d'écrire, savez-vous bien, reprit-elle. Il dit que c'est véritablement révoltant. Non, dit-il, je n'ai jamais rien dit d'aussi déraisonnable. Ne m'attribuez donc pas toutes vos sottises de langage. Là, vous voyez comme il est cocasse. Il en est toujours ainsi, avec lui. Parfois, il refuse de me parler pendant toute une demi-journée. Et puis, il lui échappe quelque chose de si drôle au sujet de n'importe quoi au monde. Elle étonna fort Elinor au moment où elles rentrèrent au salon en lui demandant si M. Palmer ne lui plaisait pas énormément. « Certainement, dit Elinor, il semble fort agréable. »« Ah, j'en suis vraiment ravie. Je croyais bien qu'il vous plairait, il est si aimable. Et M. Palmer est extrêmement satisfait de vous et de vos sœurs, je puis vous l'affirmer. Et vous ne sauriez vous imaginer comme il sera déçu si vous ne venez pas à Cleveland. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous vous y opposeriez. » Elinor fut à nouveau obligée de refuser son invitation, et, en passant à un autre sujet, elle mit fin à ses prières. Elle estimait probable que, puisqu'ils habitaient le même comté, Mrs. Palmer serait en mesure de la renseigner avec plus de détails sur le caractère général de Willoughby, qu'elle n'en pourrait recueillir d'après la connaissance imparfaite qu'avaient de lui les Middleton, et elle désirait vivement obtenir, de qui que ce fût, une confirmation de ses mérites, qui pût dissiper toute possibilité de crainte pour Marianne. Elle commença par demander s'il voyait beaucoup M. Willoughby à Cleveland, et s'il le connaissait intimement. « Ma foi, oui, je le connais extrêmement bien, répondit Mrs. Palmer. Non pas que je lui ai jamais parlé, en vérité, mais je l'ai vu constamment à Londres. D'une façon ou d'une autre, il s'est trouvé que je n'ai jamais séjourné à Barton pendant qu'il était à Allenham. Maman l'a déjà vu une fois ici, mais j'étais chez mon oncle, à Weymouth. Toutefois, je suppose que nous l'aurions beaucoup vu dans le Somersetshire, s'il ne s'était trouvé, fort malencontreusement, que nous n'ayons jamais séjourné ensemble à la campagne. Il réside fort peu à Combe, à ce qu'il me semble. Mais même s'il y résidait à l'envi, je ne crois pas que M. Palmer lui ferait visite, car il est dans l'opposition, n'est-ce pas, et en outre, c'est tellement loin. Je sais pourquoi vous m'interrogez sur son compte. C'est fort bien, votre sœur doit l'épouser. J'en suis prodigieusement contente, car alors je l'aurai pour voisine, n'est-ce pas? Sur mon âme, répondit Elinor, vous en savez beaucoup plus long là-dessus que moi, si vous avez quelque raison de vous attendre à une telle union. Ne faites pas semblant de nier, car vous savez que c'est de cela que parle tout le monde. Je vous assure que je l'ai entendu dire en passant à Londres. Ma chère Mrs. Palmer, sur l'honneur, je vous l'affirme. J'ai rencontré le colonel Brandon lundi matin dans Bond Street, juste avant que nous ne quittions Londres, et il m'en a parlé aussitôt. Vous m'étonnez fort que le colonel Brandon vous en ait parlé. Assurément, vous devez vous tromper. Donner de pareils renseignements à une personne qu'il ne pouvait intéresser, même s'ils étaient vrais, ce n'est pas là ce que j'attendais de la part du colonel Brandon. Mais je vous assure qu'il en a été ainsi, néanmoins. Et je vais vous dire comment cela s'est produit. Quand nous l'avons rencontré, il a fait demi-tour et nous a accompagnés, si bien que nous nous sommes mis à parler de mon frère et de ma sœur, et de choses et d'autres. Et je lui ai dit « Ainsi donc, mon colonel, il y a une famille nouvelle qui est venue s'installer à Barton Cottage, paraît-il. Et maman m'écrit qu'elles sont très jolies et que l'une d'elles doit épouser M. Willoughby, de Combe, Mania. Est-ce vrai, je vous prie? Car, bien entendu, vous devez le savoir, puisque vous étiez dans le Devonshire à une date si récente. Et qu'a dit le colonel? Oh, il n'a pas dit grand-chose. Mais d'après son air, il savait que ce devait être vrai, de sorte que, dès ce moment, j'ai considéré cela comme une chose certaine. Ce sera véritablement charmant, je l'affirme.
Quand l'événement doit-il avoir lieu ? Monsieur Brandon se portait bien, j'espère. Oh oui, très bien, et si plein de vos louanges qu'il ne faisait que dire de jolies choses sur votre compte. Je suis flattée de ses compliments. Il paraît être un excellent homme, et je le crois exceptionnellement agréable. Moi aussi. C'est un homme tellement charmant qu'il est dommage qu'il soit aussi grave et aussi sombre. Maman dit qu'il s'était pris lui aussi de votre sœur. Je vous assure que c'est un grand compliment s'il en est ainsi, car il ne s'éprend à peu près jamais de personne. Monsieur Willoughby est-il bien connu dans votre région du Somersetshire ? Dit Elinor. Oh oui, extrêmement connu. C'est-à-dire que je ne crois pas que beaucoup de gens aient fait sa connaissance, parce que Campmania est si éloigné. Mais ils le trouvent tous extrêmement agréable, je vous l'assure. Personne n'est plus aimé que M. Willoughby, où qu'il aille, et cela, vous pourrez le dire à votre sœur. Elle a une chance monumentale de l'avoir décroché sur l'honneur. Et pourtant, je ne sais pas s'il n'a pas encore plus de chance, lui, de l'avoir décroché, elle, parce qu'elle est tellement belle et agréable que rien ne saurait être trop bon pour elle. Cependant, je ne la trouve guère plus belle que vous, je vous assure. Car je vous trouve toutes les deux extrêmement jolies, et c'est aussi l'avis de M. Palmer, j'en suis sûre, bien que nous n'ayons pas pu le lui faire avouer hier soir. Les renseignements de Mrs. Palmer sur Willoughby n'étaient pas fort consistants, mais tout témoignage en sa faveur, quelque faible qu'il fût, lui était agréable. « Je suis bien contente que nous ayons enfin fait connaissance, » reprit Charlotte. « Et maintenant, j'espère que nous serons de grandes amies. Vous n'imaginez pas quel désir j'avais de vous voir. Comme il est délicieux que vous habitiez la maisonnette. Il n'y a rien de pareil, assurément. Et je suis bien contente que votre sœur doive si bien se marier. J'espère que vous séjournerez beaucoup à Campmania. C'est un endroit charmant, d'après tout ce qu'on en dit. Vous connaissez le colonel Brandon depuis longtemps, n'est-ce pas ? Oui, depuis fort longtemps. Depuis le mariage de ma sœur. C'était tout particulièrement un ami de Sir John. Je crois, ajouta-t-elle à mi-voix, qu'il aurait été très content de me prendre pour femme. S'il avait pu. Sir John et Lady Middleton le désiraient vivement, mais maman ne trouvait pas ce mariage suffisant pour moi. Sinon, Sir John en aurait parlé au colonel et nous nous serions mariés aussitôt. Le colonel Brandon n'a-t-il pas eu vent de la proposition de Sir John à votre mère, avant qu'elle ne fût faite ? N'avait-il jamais avoué son affection à votre adresse ? Oh non, mais si maman ne s'y était pas opposée, je suppose qu'elle lui aurait plu, au-delà de tout. Il ne m'avait pas vue à cette époque plus de 2 fois, car cela se passait avant que je n'eusse quitté l'école. Quoi qu'il en soit, je suis bien plus heureuse comme je suis. Monsieur Palmer est exactement le genre d'homme qui me plaît. Chapitre 21. Les Palmer retournèrent le lendemain à Cleveland et les 2 familles, à Barton, restèrent de nouveau à se recevoir l'une l'autre. Mais cela ne dura pas longtemps. À peine Elinor eut-elle la tête débarrassée de leur dernier visiteur, à peine eut-elle fini de s'émerveiller de ce que Charlotte fût si heureuse sans cause, de ce que M. Palmer se conduisit si naïvement, malgré de bonnes aptitudes et de l'étrange incompatibilité qui existait souvent entre mari et femme, que le zèle actif de Sir John et de Mrs. Jennings pour la cause de la compagnie lui procura de nouvelles connaissances à voir et à observer. Au cours d'une excursion d'une matinée à Exeter, ils avaient fait la rencontre de 2 jeunes personnes en qui Mrs. Jennings eut la satisfaction de découvrir des parentes, et c'en fut assez pour que Sir John les invitât d'emblée au parc, aussitôt que seraient terminées leurs obligations présentes à Exeter. Leurs obligations mondaines à Exeter cédèrent aussitôt le pas à une semblable invitation, et Lady Middleton fut mise en quelques émoi lors du retour de Sir John, en apprenant qu'elle devait prochainement recevoir la visite de 2 jeunes filles qu'elle n'avait vues de sa vie et au sujet de l'élégance desquelles, voire de leurs conditions raisonnablement recommandables, elle ne pouvait avoir aucune preuve, car les assurances de son mari et de sa mère à ce sujet ne comptaient absolument pour rien. Le fait qu'elles fussent ses parentes, en outre, était encore une circonstance fortement aggravante,
et les tentatives de consolation de Mrs. Jennings furent donc malencontreusement fondées lorsqu'elle conseilla à sa fille de ne pas tant se préoccuper de leur mondanité, puisqu'elles étaient toutes cousines et devaient se supporter mutuellement. Comme il était impossible toutefois d'empêcher à présent leur venue, Lady Middleton se résigna à cette idée avec toute la philosophie d'une femme bien élevée, se contentant simplement de faire à son mari une douce réprimande à ce sujet, 5 ou 6 fois par jour. Les jeunes personnes arrivèrent. Leur apparence ne démentait nullement la bonne condition ni la mode. Leurs vêtements étaient fort élégants, leurs façons fort courtoises. Elles furent ravies de la maison et se pâmèrent sur le mobilier. Et il se trouva qu'elles avaient un tel amour éperdu des enfants que la bonne opinion de Lady Middleton leur fut acquise avant qu'elles n'eussent été au parc depuis 1 heure. Elle déclara que c'étaient vraiment des jeunes filles fort agréables, ce qui, pour Milady, était de l'admiration enthousiaste. La confiance de Sir John en son propre jugement grandit avec cet éloge plein d'animation, et il se dirigea aussitôt vers la maisonnette pour faire part aux demoiselles Dashwood de l'arrivée des demoiselles Steele et leur donner l'assurance qu'elles étaient les jeunes filles les plus aimables du monde. Il n'y avait pas grand-chose à apprendre, toutefois, d'une louange de ce genre. Elinor savait bien qu'on rencontrait les jeunes filles les plus aimables du monde dans toutes les parties de l'Angleterre, avec toutes les variations possibles de forme, de visage, de caractère et d'intelligence. Sir John voulait que toute la famille se rendît immédiatement au parc pour contempler ses invités. Homme bienveillant et philanthrope, il lui était douloureux de conserver pour lui seul même une cousine au 3e degré. « Venez donc maintenant, dit-il, je vous en prie. Il faut que vous veniez. Vous viendrez, je vous l'affirme. Vous n'imaginez pas à quel point elles vous plairont. Lucie est fort jolie, elle a si bon caractère et est si agréable. Les enfants s'accrochent déjà tous à elle, comme si elle était une vieille connaissance. Et elles ont toutes deux le désir ardent de vous voir, par-dessus tout, car elles ont entendu dire à Exeter que vous êtes les créatures les plus belles du monde. Et je leur ai dit que tout cela est bien vrai, et bien plus encore. Vous serez ravis de les connaître, j'en suis sûre. Elles ont amené toute la voiture pleine de jouets pour les enfants. Comment pouvez-vous être assez cruel pour ne pas venir ? Voyons, ce sont vos cousines, n'est-ce pas, en quelque sorte ? Vous êtes mes cousines, et elles sont cousines de ma femme. Il faut donc que vous soyez parentes. » Mais Sir John ne put les persuader. Il ne parvint qu'à obtenir la promesse qu'elle ferait une visite au parc dans un délai d'1 jour ou 2, et les quitta alors, stupéfait de leur indifférence, pour rentrer chez lui et vanter bien haut d'Herchef leurs attraits aux oreilles des demoiselles Steele, comme il avait déjà vanté les demoiselles Steele devant elles. Lorsqu'eut lieu leur visite promise au parc, et, partant, leur présentation à ces jeunes personnes, elles ne trouvèrent dans l'aspect de l'aînée, qui avait près de 30 ans, avec un visage très ordinaire et dénué de sensibilité, rien à admirer. Mais chez l'autre, qui avait pas plus de 22 ou 23 ans, elles reconnurent une beauté considérable. Ses traits étaient jolis, et elle avait le regard pénétrant et vif, et une certaine désinvolture d'aspect qui, si elle ne lui donnait pas véritablement de l'élégance ou de la grâce, conférait de la distinction à sa personne. Leur façon était particulièrement polie, et Elinor leur concéda sans tarder une certaine intelligence, lorsqu'elle vit avec quelles attentions constantes et judicieuses elle se rendait agréable à Lady Middleton. Elles étaient en ravissement continuel à propos de ses enfants, attirant leur attention et se pliant à toutes leurs fantaisies. Et le peu de leur temps qui restait disponible après les exigences importunes d'une pareille politesse était consacré à admirer tout ce que Milady pouvait se trouver faire, si tant est qu'elle se trouvât faire quelque chose, ou à prendre des patrons de quelque nouvelle robe élégante, vêtue de laquelle, la veille, elle les avait plongés dans un ravissement sans fin. Heureusement pour ceux qui font leur cours au moyen de semblables faiblesses, une mère aimante, bien qu'elle soit dans la poursuite des louanges à l'adresse de ses enfants, le plus rapace des êtres humains, en est également le plus crédule. Les exigences sont exorbitantes, mais elle avalera n'importe quoi.
et l'affection et l'endurance excessive des demoiselles Steele envers sa progéniture furent donc contemplées par Lady Middleton sans la moindre surprise ni méfiance. Elle vit avec une complaisance maternelle tous les petits débordements impertinents et les tours malicieux auxquels se soumettaient ses cousines. Elle vit leurs ceintures dénouées, leurs cheveux défaits et tiraillés autour des oreilles, leurs sacs à ouvrage fouillés, leurs couteaux et leurs ciseaux dérobés, et n'éprouva aucun doute sur ce que ce ne fût là un plaisir réciproque. Ces incidents ne suggérèrent d'autre surprise que celle de voir Elinor et Marianne rester si calmement assises sans demander à y participer. « John est si plein d'entrain aujourd'hui, dit-elle, lorsqu'il eut pris le mouchoir de poche de Miss Steele et l'eut lancé par la fenêtre. « Il est bourré de tours malicieux. » Et peu de temps après, quand le cadet eut violemment pincé l'un des doigts de la même dame, elle dit d'une voix aimante « Comme William est folâtre !»« Et voilà ma chère petite Anna Maria !» ajouta-t-elle, caressant tendrement une petite fille de 3 ans qui était restée au moins 2 minutes sans faire de bruit. « Elle est toujours si douce et tranquille. Jamais il n'y eut un petit être aussi paisible. » Mais malheureusement, pendant qu'elle se livrait à ses embrassements, une épingle dans la coiffure de Milady, égratignant légèrement le cou de l'enfant, produisit chez ce modèle de douceur des hurlements tellement violents qu'ils n'eussent guère pu être surpassés par aucune créature reconnue comme bruyante. La consternation de la mère fut extrême, mais elle ne put surpasser la frayeur des demoiselles Steele, et il fut fait par toutes les 3, dans une circonstance aussi critique, tout ce que l'affection pouvait suggérer comme étant de nature à calmer les souffrances de la petite victime. Elle était assise sur les genoux de sa mère, couverte de baisers, sa blessure baignée à l'eau de lavande par l'une des demoiselles Steele, qui était agenouillée pour s'occuper d'elle, et la bouche bourrée de bonbons par sa mère. Avec une semblable récompense pour ses larmes, l'enfant était trop sage pour cesser de pleurer. Elle continuait à crier et à sangloter à pleine voix, décochait des coups de pied à ses frères pour s'être offert à la toucher, et tous leurs apaisements conjoints furent inefficaces jusqu'au moment où Lady Middleton, se souvenant heureusement que, dans une scène de détresse analogue, la semaine précédente, la marmelade d'abricot avait été appliquée avec succès à l'occasion d'une tempe meurtrie, le même remède fut ardemment proposé pour cette malencontreuse égratignure. Et une légère interruption des cris, de la part de la jeune personne, lorsqu'elle entendit cette proposition, leur donna lieu d'espérer qu'il ne serait point rejeté. Elle fut donc transportée hors de la pièce, dans les bras de sa mère, en quête de ce médicament, et comme les 2 garçons trouvèrent bon de la suivre, bien que leur mère les eût vivement suppliés de rester là, les 4 jeunes filles furent laissées dans un silence que la pièce n'avait pas connu depuis des heures nombreuses. « Pauvre petit chou !» dit Miss Steele, dès qu'ils furent partis. « Cela aurait pu être un accident fort malencontreux. »« Pourtant, je ne vois guère comment, » s'écria Marianne, « à moins que ce n'eût été dans des circonstances totalement différentes. Mais c'est là le moyen habituel de grossir une crainte, là où, en réalité, il n'y a rien à craindre. »« Quelle femme charmante que Lady Middleton !» dit Lucy Steele. Marianne garda le silence. Il lui était impossible de dire ce qu'elle ne sentait pas, quelque insignifiante que fût la circonstance. Et c'est sur Elinor que retombait toujours toute la tâche de débiter des mensonges quand la politesse l'exigeait. Elle fit de son mieux, lorsqu'elle fut ainsi sollicitée, en parlant de Lady Middleton avec plus de chaleur qu'elle n'en éprouvait, encore qu'avec beaucoup moins que Miss Lucy. « Et Sir John aussi !» s'écria la sœur aînée. « Quel homme charmant !» Là aussi, les louanges de Miss Dashwood, n'étant que simples et justes, intervinrent sans aucun éclat. Elle se contenta de dire qu'il avait parfaitement bon caractère et se montrait très amical. « Et quelle charmante petite famille ils ont ! Je n'ai de ma vie vu d'aussi beaux enfants. Je le déclare, j'en suis déjà férue, et, en vérité, j'aime toujours les enfants à la folie. » « Je l'avais deviné, » dit Elinor avec un sourire, « d'après ce que j'ai constaté ce matin. »« J'ai idée, » dit Lucy, « que vous trouvez les petits Middleton un peu trop gâtés.
Peut-être leur fait-on un tantinet trop bonne mesure. Mais c'est si naturel de la part de Lady Middleton. Et, quant à moi, j'aime avoir les enfants pleins de vie et d'entrain. Je ne puis les souffrir quand ils sont apprivoisés et silencieux. J'avoue, répondit Elinor, que pendant que je suis à Barton Park, je ne songe jamais avec aucune répugnance à des enfants apprivoisés et silencieux. Un bref silence succéda à ce discours, et il fut rompu par Miss Steele, qui semblait fort disposée à la conversation, et qui dit alors, d'une façon assez abrupte, « Et comment trouvez-vous le Devonshire, Miss Dashwood ? Je suppose que vous avez eu beaucoup de chagrin à quitter le Sussex. » Un peu surprise de la familiarité de cette question, ou tout au moins de la façon dont elle était posée, Elinor répondit que cela lui avait, effectivement, fait de la peine. « Norland est une propriété prodigieusement belle, n'est-ce pas ?» ajouta Miss Steele. « Nous avons entendu Sir John qui l'admirait extrêmement, » dit Lucie, qui paraissait croire à la nécessité de quelque excuse pour la liberté de sa sœur. « Je crois que quiconque a vu cette propriété doit l'admirer, » répondit Elinor, « bien qu'on ne puisse supposer que quelqu'un puisse en estimer les beautés comme nous le faisons. »« Et y aviez-vous beaucoup de soupirants élégants ? Je suppose que vous n'en avez pas tant dans cette région du monde. Quant à moi, je trouve qu'ils constituent toujours un complément important. »« Mais pourquoi donc penses-tu, dit Lucie, qui semblait avoir honte de sa sœur, qu'il n'y a pas autant de jeunes gens de bonne condition dans le Devonshire que dans le Sussex ? Oh, ma chère, je ne prétends certes pas dire qu'il n'y en a pas autant. Assurément, il y a énormément de soupirants élégants à Exeter. Mais, n'est-ce pas, comment pouvais-je savoir quels soupirants il pouvait y avoir autour de Norland ? Et je craignais seulement que les demoiselles Dashwood ne s'ennuient à Barton, si elles n'en avaient pas autant que jadis. Mais peut-être, mesdemoiselles, ne vous souciez-vous pas des soupirants et aimez-vous autant à vous en passer qu'à les avoir auprès de vous. Pour ma part, je trouve qu'ils sont fort agréables, pourvu qu'ils s'habillent bien et se conduisent courtoisement. Mais je ne puis souffrir de les voir malpropres et déplaisants. Tenez, il y a Monsieur Rose, à Exeter, jeune homme prodigieusement élégant, un beau accompli, clerc de Monsieur Simpson, n'est-ce pas ? Et pourtant, si par hasard vous le rencontrez le matin, il n'est pas en état d'être vu. Je suppose que votre frère était véritablement un beau Miss Dashwood avant son mariage, car il était tellement riche. « Sur mon âme, répondit Elinor, je suis incapable de vous le dire, car je ne comprends pas parfaitement la signification de ce mot. Mais je peux dire ceci. Si jamais il a été un beau avant son mariage, il l'est encore, car il n'y a pas le moindre changement chez lui. Oh, mon Dieu, on ne songe jamais à des hommes mariés comme étant des beaux. Ils ont autre chose à faire. »« Grand Dieu, Anne !» s'écria sa sœur, « tu es incapable de parler d'autre chose que de beau. Tu feras croire à Miss Dashwood que tu ne penses qu'à cela. » Puis, pour changer de sujet, elle se mit à admirer la maison et l'ameublement. Ce spécimen des demoiselles Steele fut suffisant. La liberté vulgaire et la sottise de l'aînée ne lui laissaient rien qui la recommandât, et comme Elinor ne fut aveuglée ni par la beauté ni par le regard avisé de la cadette, au point de ne pas avoir son manque d'élégance réelle et de naturel, elle quitta la maison sans nul désir de les mieux connaître. Il n'en fut pas de même des demoiselles Steele. Elles étaient venues d'Exeter, bien pourvues d'admiration à l'usage de Sir John Middleton, de sa famille et de toutes ses connaissances. Et ce ne fut pas une portion parcimonieuse qu'elles en servirent à présent à ces jolies cousines, qu'elles déclarèrent être les jeunes filles les plus belles, les plus élégantes, les plus accomplies et les plus agréables qu'elles eussent jamais contemplées et avec qui elles désiraient tout particulièrement faire plus ample connaissance. Aussi Elinor constata-t-elle bientôt que cette plus ample connaissance était leur sort inévitable, car, comme Sir John était entièrement du bord des demoiselles Steele, leur parti eût été trop puissant pour y faire de l'opposition, et il fallut se soumettre à ce genre d'intimité qui consiste à rester assis ensemble,
pendant 1 heure ou 2, dans la même pièce, presque tous les jours. Sir John n'en pouvait faire davantage, mais il ne savait pas qu'il en fallût davantage. Selon lui, être ensemble, c'était être intime, et puisque ses projets continuels en vue de les réunir étaient efficaces, il ne doutait pas que leur amitié ne fût solidement établie. Il faut lui rendre cette justice, qu'il fit tout ce qui était en son pouvoir pour faire tomber leurs réserves, en communiquant aux demoiselles Steele tout ce qu'il savait ou supposait touchant la situation de sa cousine dans ses détails les plus délicats. Et Elinor ne les avait pas vues plus de 2 fois que l'aînée la félicita de ce que sa sœur eût eu la chance de faire la conquête d'un jeune beau, fort élégant, depuis qu'elle était venue à Barton. « Ce sera une belle chose de l'avoir marié si jeune, assurément, dit-elle. Et il paraît qu'il est d'un beau, accompli et prodigieusement bien de sa personne. Et j'espère que vous pourrez bientôt avoir vous-même autant de chance. Mais peut-être avez-vous déjà un ami que vous cachez dans un coin ?» Elinor ne pouvait pas supposer que Sir John serait plus discret à proclamer ses soupçons relatifs à son affection pour Edward, qu'il ne l'avait été en ce qui concerne Marianne. Voire, c'était même, des 2 plaisanteries, celle qu'il préférait, comme étant quelque peu plus récente et plus conjecturale. Et, depuis la visite d'Edward, ils n'avaient jamais dîné ensemble sans qu'il n'eût bu à ses meilleures affections, avec tant de signification et tant de hochements de tête et de clignements d'yeux, qu'il ne manquait pas d'attirer l'attention générale. La lettre F avait de même été invariablement mise en avant, et il avait été constaté qu'elle produisait tant de plaisanteries innombrables que son caractère de lettre la plus spirituelle de l'alphabet avait, depuis longtemps, été établi auprès d'Elinor. Les demoiselles Steele, comme elles s'y attendaient, jouirent à présent de tout le fruit de ces plaisanteries, et elles suscitèrent chez l'aînée d'entre elles une curiosité de connaître le nom du gentleman auquel il était fait allusion, curiosité qui, bien qu'elle s'exprimât souvent de façon impertinente, s'accordait parfaitement avec son indiscrétion générale au sujet de ce qui se rapportait à leur famille. Mais Sir John ne tint pas longtemps en suspens la curiosité qu'il se plaisait à susciter, car il goûta au moins autant de plaisir à prononcer le nom que Miss Steele en eut à l'entendre. « Il s'appelle Ferrars, dit-il, en un chuchotement fort perceptible. « Mais je vous en prie, ne répétez pas son nom, car c'est un grand secret. »« Ferrars, répéta Miss Steele. « Monsieur Ferrars est l'heureux élu, vraiment ? Comment, le frère de votre belle-sœur, Miss Dashwood ? Un jeune homme fort agréable, assurément, je le connais très bien. »« Comment peux-tu dire cela, Anne ?» s'écria Lucie, qui apportait généralement un amendement à toutes les affirmations de sa sœur. « Bien que nous l'ayons vu 1 fois ou 2 chez mon oncle, il est plutôt excessif de prétendre que nous le connaissions très bien. » Elinor entendit tout cela avec attention et surprise. Et qui était cet oncle ? Où habitait-il ? Comment avait-elle fait sa connaissance ? Elle désirait vivement que l'entretien se poursuivît sur ce sujet, bien qu'il ne lui convînt pas d'y prendre part. Mais on n'en dit pas plus long, et, pour la première fois de sa vie, elle trouva que Mrs. Jennings manquait de curiosité au sujet des menus potins, ou d'humeur à les communiquer. La façon dont Miss Steele avait parlé d'Edward accrut sa curiosité, car elle lui fit l'impression d'être un peu malveillante, et suggérait le soupçon que cette personne savait, ou s'imaginait savoir, quelque chose de défavorable sur le compte du jeune homme. Mais sa curiosité fut vaine, car Miss Steele ne prêta plus attention au nom de M. Ferrars quand il y fut fait allusion, ou même quand il fut ouvertement prononcé par Sir John.